Salut, bienvenue sur Antipop, le podcast pour les podcasteurs entrepreneurs déterminés à faire grandir leur podcast. Dans ce podcast, tu trouveras plein de conseils, de méthodes et de témoignages pour t'aider à booster l'audience de ton podcast et à explorer toutes les pistes pour construire une stratégie adaptée à tes besoins, tes objectifs, tout en gardant le plaisir. Allez, je laisse place à l'épisode du jour. L'épisode du jour est une grande première pour moi parce que je me suis déplacée carrément chez mon invité et on a enregistré en live depuis son appart. Mon invitée du jour s'appelle Marine Soichaux. Elle a créé le podcast qui s'appelle Les Chroniques du sexisme ordinaire qui est déployé depuis en conférence. C'est un projet qui a beaucoup d'ambition et Marine reviendra dessus dans l'épisode. C'est une conversation que j'ai beaucoup appréciée. On a parlé d'énormément de choses, à la fois pratiques, mais aussi stratégiques. Elle nous dit pourquoi elle n'a pas choisi le format interview et son rapport à la création sonore, ce qui l'a amené à intervenir à la télévision pour commenter l'arrestation de Gérard Depardieu et son bilan de cette expérience extraordinaire. L'importance qu'a eu le fait de définir la plateforme de marque dès le début et pourquoi ça l'a aidé dans la cohérence de son projet. On parle aussi de la relation entre poser un cadre et stimuler sa créativité et aussi pourquoi avoir une identité visuelle faite par un pro lui a permis d'attirer l'attention et qu'on lui a même parlé de son pôle réseaux sociaux alors qu'elle est seule aux manettes. Et enfin, pourquoi elle a choisi d'ajouter un nouveau format collaboratif qu'elle co-crée avec des créateurs et des créatrices de contenu à sa ligne édito et comment elle s'y est pris et son bilan de cette nouveauté. Voilà, j'espère que cette conversation vous plaira, je vous laisse la découvrir. Hello Marine, bienvenue sur Antipop. Salut Anne-Claire. Je suis trop contente de te recevoir aujourd'hui dans mon podcast. C'est un enregistrement un petit peu spécial puisque on est chez toi. Et moi, j'ai l'habitude d'enregistrer à distance et donc je suis un petit peu intimidée. On a mis un peu de temps à installer nos micros, mais là maintenant, on est bon. Alors, la première fois que je t'ai rencontré, je pense que c'était en ligne, dans les différentes communautés de podcasteurs, podcasteuses dont on faisait partie. T'es venu aussi sur le Discord de Eco Factory. Et en fait, on a vraiment appris à se connaître au fil des PPF, toutes les deux, Paris Podcast Festival. Et aujourd'hui, je suis super contente de t'accueillir parce que je trouve que ce que tu fais avec Chroniques du sexisme ordinaire, ton podcast, c'est super intéressant. Et je pense que les auditeurs et auditrices de Antipop vont être ravis d'en savoir plus sur ton parcours et aussi les techniques super malines que tu as mis en place pour le faire grandir. Déjà, pour commencer, est-ce que tu veux te présenter et expliquer pourquoi tu as voulu lancer un podcast Chronique du sexisme ordinaire? Alors, je m'appelle Marine. Marine Pétroline, c'est mon pseudo de scène et de micro. Pétroline comme les pétroleuses. Vous irez chercher voir à quoi ça fait référence. J'ai commencé à travailler sur le projet Chronique du sexisme ordinaire il y a pile 3 ans, à la faveur d'une période professionnelle un peu difficile et ça a été un peu une façon, moi, de sortir la tête de l'eau et de me raccrocher à un projet qui avait plus de sens pour moi. Et je l'ai créé avec la volonté d'apporter ma pierre à l'édifice pour plus d'égalité entre les femmes et les hommes dans notre société, à la suite d'un long cheminement de déconstruction dont je pense pas mal de personnes ont suivi dans les femmes de notre génération. Et au bout d'un moment, on se dit, moi, je fais quoi une fois que j'ai écouté toutes les couilles sur la table, que j'ai lu tout Mona Chollet, c'est quoi la suite? Et moi, la suite, ça a été de raconter des histoires pour montrer que le sexisme se cache dans les moindres recoins, car si le diable est dans les détails, le patriarcat aussi. L'envie d'être utile et d'avoir un impact avec ce qu'on raconte sur le monde et sur ce que pensent les gens, sur la vie des gens. C'est le cas de 90% des personnes de la communauté et des personnes que j'accompagne. Et c'est ça que je trouve aussi super beau dans le podcast, c'est que d'un élan personnel, on peut se connecter à plein de monde et être utile à ces personnes. Les chroniques du sexisme ordinaire, ce sont des chroniques que tu enregistres avec un parti pris très créatif dans la façon de raconter les choses, la façon d'être pédagogue. Tu t'amuses bien aussi sur l'aspect humoristique. Tu vas avoir des punchlines sur le sexisme, c'est comme ta. Est-ce que tu peux me dire ta préférée de punchline?
Ah, je sais pas, mais spontanément, je pense à le premier épisode sur le déneigement des rues en Suède. Donc, le sexisme, c'est comme la neige l'hiver, t'as beau balayer devant ta porte, ça finit toujours par revenir. Voilà, donc du coup, cette touche humoristique est super cool et avec aussi un parti pris d'habillage sonore, d'habillage créatif. Je sais que c'est très important pour toi de proposer quelque chose dans le fond qui a du sens et qui est l'impact que tu souhaites, mais qui aussi dans la forme et une certaine originalité. Est-ce que tu as envie de me parler de ce parti pris? Ma volonté avec Chronique du sexisme ordinaire, c'était de faire quelque chose de très vulgarisé. Et d'ailleurs, mon inspiration principale, ma muse, c'est Marine Bausson et Vulgaire. Donc, si vous connaissez Vulgaire, vous écoutez Chronique du sexisme ordinaire, je pense que vous allez voir un petit peu le rapport. Et je trouvais que dans l'univers des contenus éducatifs féministes, il y avait énormément de choses très utiles, très importantes, mais parfois pas adaptées à des gens bons qui s'intéressent au sujet, mais qui vont pas non plus passer des heures et énormément d'énergie intellectuelle à écouter. Par exemple, si on reprend Les couilles sur la table, qui est un podcast qui a eu un impact énorme sur beaucoup, beaucoup de gens et amené beaucoup de gens à ces réflexions, mais c'est des interviews de spécialistes pendant 30, 40, 45, 1 heure. Et moi, j'ai voulu faire quelque chose de plus snack content, de plus, voilà, ça dure 15 minutes. Au début, je voulais faire 10 minutes. J'ai jamais réussi vraiment à faire 10 minutes. Ça a toujours été plus. Et qui soit un cran au-delà dans la vulgarisation et l'accessibilité. Et d'ailleurs, la vulgarisation scientifique, c'est mon premier métier. Je m'en étais pas rendu compte au début de Chronique du sexisme ordinaire que j'étais revenue à mon premier métier. Mais à la base, moi, j'ai fait de la vulgarisation en biologie dans les musées. Et ce que je fais avec Chronique du sexisme ordinaire, en fait, c'est de la vulgarisation d'études de genre. C'est super intéressant ce que tu partages et je trouve qu'il y a beaucoup de leçons à en tirer. La première, c'est toi, tu es une personne convaincue féministe, très renseignée, tu as lu beaucoup de choses et l'élan de dire moi aussi j'ai envie d'apporter ma pierre à l'édifice. La réaction, ça peut se dire il y a déjà des contenus qui sont très bien, qui ont pignon sur rue. Qu'est-ce que moi je peux apporter? Et donc du coup, tu as regardé ce qui se faisait et tu as décidé de proposer quelque chose de différent dans le format et dans la tonalité. Ça, c'est une approche stratégique. Alors, à l'époque, je l'ai pas du tout pensé stratégiquement comme ça. C'est mon rôle, Marine, de faire de la post-rationalisation et d'expliquer ce qui est stratégique dans ton approche. Il y a des gens qui ont intuitivement des moves super malins. Et moi, je te le dis, c'est très malin ce que tu as fait. C'est ce qu'on appelle ça un canevas stratégique. C'est qu'on regarde ce qui se fait. On voit comment est-ce qu'on peut se démarquer du paysage existant pour proposer quelque chose qui ait du sens, qui ait de l'utilité par rapport à sa mission, mais aussi qui s'appuie sur ce qu'on aime faire et nos forces. Et toi, tes forces, c'était notamment la vulgarisation scientifique. C'est quelque chose qui s'acquiert à la sueur de ton front. Non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est ton expérience, petit 1. Et ta personnalité. C'est quelque chose qui te ressemble, le côté humoristique, ta façon de parler, très imagée et tout. C'est toi, en fait. Et à la fin, 3 ans plus tard, on peut dire que Chronique du sexisme ordinaire, c'est un succès. Tu as sur Instagram une communauté de 8000 abonnés à peu près, quelque chose. 6000 abonnés. Bon, c'est déjà c'est une quantité intéressante. Les écoutes vont bien, tu multiplies les collaborations, tu as développé un spectacle dans cette périphérie, dans cet écosystème de contenu et ça a marché cette différenciation. Et autre chose qui était très important pour moi au début, ce qui me plaisait dans le podcast, c'était le côté collage sonore. C'est quelque chose qui m'attirait beaucoup. J'étais plus attirée par la veine Arte Radio, docu-radio que de la conversation ou de l'interview. D'ailleurs, je ne fais jamais d'interview, sauf quand on me demande de venir dans d'autres podcasts qui font des interviews, mais je fais pas d'interview sur mon podcast. Et donc, j'ai tout de suite voulu travailler ce côté création sonore qui passe par l'habillage sonore. J'ai accordé beaucoup d'importance dès le début à la qualité du son. Donc j'ai fait gaffe à avoir du bon matos, enregistrer dans les bonnes conditions, faire des formations au montage, au mixage. Je poussais le truc jusqu'à me construire des cabanes en coussin pour avoir la bonne insonorisation. Bon, ça j'ai arrêté parce que je me suis rendu compte qu'en étant au bon endroit dans mon appartement, ça suffisait. Et je passe beaucoup de temps à faire du montage, à trouver des sons. Alors j'ai toute une banque maintenant. Au début, ça me prenait beaucoup de temps. Maintenant, je vais beaucoup plus vite parce que j'ai ma banque de bruitage qui est toujours un peu la même. Je vais chercher des extraits de musique, de films, même si en vrai, je n'ai pas le droit. Le jour où je gagnerai des millions, peut-être qu'on viendra me demander quelque chose, mais c'est pas encore le cas. Et donc voilà, c'est cet aspect. Et parfois, je me marre toute seule devant ma table de montage sur Reaper avec ah tiens, là, je vais mettre un son de lion. Oh, c'est hyper drôle. Voilà. Donc il y a aussi tout cet aspect créatif qui est quelque chose que tu aimes et que tu en as fait une identité. Et là, ce qui est intéressant aussi quand on cherche à
à renforcer son concept ou à le créer. Parce que je le rappelle, on peut faire évoluer son concept au fur et à mesure des saisons. Surtout, j'encourage vraiment à le faire parce que souvent on se lance un peu sur quelque chose d'un peu timide et au fur et à mesure on prend confiance en soi, on trouve d'autres inspirations. Et toi, dans ton cas, c'est Arte Radio qui t'inspirait beaucoup et tu dis qu'est-ce que j'aime dans cette création sonore, c'est faire ci, c'est faire ça. Et c'est ce que j'ai fait dans le format historique des chroniques du sexisme ordinaire, dans des épisodes entre 10 et 15 minutes, très écrits, où je raconte un cas de sexisme invisible ou insoupçonné avec énormément de montage et d'habillage sonore. Sauf que ces épisodes-là, alors ça fait longtemps que j'ai pas mesuré mon temps exactement, voir combien de temps me prend un épisode, mais c'est à la louche 1 semaine de travail à plein temps. Ce qui prend le plus de temps, c'est la recherche et l'écriture. Maintenant, je vais quand même beaucoup plus vite au montage. Donc c'est comme ça que j'en suis arrivée à un 2e format. On va aborder dans la 2e partie de cet épisode, puisque c'est une réflexion que tu as eue. Comment est-ce que je peux faire grandir le podcast sans que ça me demande trop de temps, compte tenu de cette semaine que me demande un épisode dans les critères de qualité que je veux avoir sur mon podcast. On en parle dans la 2e partie. Mais avant ça, j'avais quelques petites questions pour toi. Quelle est la place de ton podcast dans ta vie aujourd'hui? On a parlé de Chronique du sexisme ordinaire. Tu as une conférence aussi que tu as donnée plusieurs fois en public, en entreprise, sur scène. Et à côté, tu as un métier. Et donc, du coup, voilà, dans toutes ces activités-là, comment tu places le podcast? Alors, Chronique du sexisme ordinaire en tant que média qui a un podcast, un spectacle conférence, des contenus sur les réseaux sociaux, peut-être probablement bientôt un livre, ça c'est en cours de travail. Tout ça, je dirais que à la louche, c'est la moitié de mon temps, si ce n'est plus. Enfin, encore une fois, j'ai pas. Ça serait intéressant de traquer mon temps exactement, mais je crois que j'ai un peu peur du résultat. Au début, j'ai quitté mon job avec une rupture conventionnelle. J'étais au chômage et donc j'ai eu le luxe de pouvoir y passer pas mal de temps. Aujourd'hui, je travaille en freelance à côté. Et oui, c'est un équilibre compliqué et précaire. C'est source parfois de pas mal d'inquiétudes, voire d'angoisse, parce que c'est pas très confortable et il y a des périodes, il y a des hauts, des bas, des périodes où l'argent rentre, des périodes où l'argent ne rentre pas. Voilà, je cherche encore mon business model personnel à moi qui évolue, que je travaille, mais qui est pas encore satisfaisant. Ça, c'est quelque chose qui est important de dire, c'est que derrière le succès apparent, on a parlé d'une communauté Instagram, d'une conférence, etc. C'est une forme de succès que tu rencontres, mais néanmoins, il y a des déséquilibres, il y a des fois où tu passes beaucoup de temps à développer le podcast, mais t'as pas le temps de démarcher des nouveaux clients. Donc ça se conquiert au jour le jour. Mais je ne doute pas que tu y arriveras. Là, le modèle que j'essaye de consolider, c'est le spectacle-conférence que je vends sur un marché qui est le marché de la conférence professionnelle. Donc, les intervenantes qui viennent faire des conférences inspirantes en entreprise pour des séminaires. Il y a des gens qui vivent de ça, dont c'est le métier à plein temps. Donc, c'est là-dessus que j'essaye de me positionner avec ce spectacle-conférence qui est issu du podcast, mais qui n'est pas la pure adaptation, qui vit avec. C'est un écosystème, en fait, de contenu. Et l'idée, c'est de générer des revenus par la vente de ce spectacle-conférence pour faire vivre l'ensemble de l'écosystème de contenu, dont le podcast. Donc c'est super intéressant parce que tu disais le podcast, la conférence, il va parler de la même chose que le podcast. C'est la même thématique, c'est la même tonalité, c'est la même approche de vulgarisation, mais c'est un méga produit, c'est un méga contenu que tu as créé après avoir lancé ton podcast. Et cette recherche éditoriale, comment est-ce que tu crées des contenus qui sont complémentaires les uns par rapport aux autres? Eh bien, tu l'as eu sur tout ton écosystème, donc podcast, conférences et livres. Et ce qui est intéressant, c'est que chacun des contenus vont répondre à un objectif différent. Le podcast, c'est construire une notoriété, construire une crédibilité, peut-être te connecter avec d'autres pairs. Et ça a eu pour fonction aussi le podcast de potasser les sujets à fond. En fait, faire ce podcast, je dirais, c'est presque faire un master en études de genre finalement, parce que ça m'a amené à lire énormément, me renseigner et acquérir une expertise sur un sujet où j'avais quelques connaissances, mais qui était ce que j'avais pu lire à droite à gauche. Donc c'est aujourd'hui 2 ans, parce que ça fait 2 ans que c'est diffusé, mais ça fait plus de temps que je travaille dessus, donc c'est quasi 3 ans de travail de création de contenu, m'ont amené à consolider une expertise sur le sexisme qu'aujourd'hui je peux recycler dans d'autres formats et d'autres produits
comme le spectacle ou un livre ou peut-être demain une comédie musicale, je ne sais pas. Ah oh, génial. C'est un conseil que je donne quand on veut construire sa marque personnelle. Parfois, on a envie d'être identifié sur un sujet, mais on n'ose pas encore prendre la parole parce qu'on n'est pas assez experte. Et du coup, le conseil que je donne, c'est se dire, on peut prendre une autre posture, une posture d'exploratrice, une posture de truchement, donc c'est de la vulgarisation, et produire du contenu pour monter en compétences et à terme être identifié parce qu'on a créé du contenu, on a accumulé des connaissances, des compétences et une audience pour construire sa légitimité et sa crédibilité dans le futur. Cette technique, elle a très bien marché pour toi puisque tu as été invité à la télé pour t'exprimer sur les sujets du sexisme. J'arrête pas de faire du teasing, je sais, mais je voulais terminer mon idée de dire le podcast, il remplit à cet objectif de construire une audience, construire une crédibilité, une légitimité. La conférence, elle est plus sur un objectif de revenu. Le livre, il va être sur un objectif, j'imagine, d'acquisition, puisque c'est peut-être plus accessible que le podcast. Ça va aller chercher un autre public. Ouais, alors et aussi d'augmentation de ton image de marque, parce que dès qu'on publie un livre, pouf, on augmente dans les charts de la crédibilité. Ouais, le livre, je le fais vraiment dans augmenter ma jauge de crédibilité, c'est l'objectif. Ça va pas rapporter un sou. Si je touche 2 € par livre, ça sera le bout du monde. Et j'en vendrai pas des millions. Et ça va me prendre énormément de temps et d'énergie. Donc ça va être un projet d'un point de vue purement financier à perte. Mais le livre devrait permettre d'être plus crédible et de vendre le spectacle conférence plus facilement et plus cher. C'est ça l'idée. Donc là, c'est aussi une réflexion qui est stratégique. Tu vois sur le long terme que ce livre, c'est une pièce importante à ajouter à ton échiquier de contenu sur ce thème du sexisme qui te permettra d'augmenter ta crédibilité et vendre plus et plus cher ta conférence auprès des acteurs qui sont sensibles à ces marqueurs, en fait. Sur le marché de la conférence professionnelle dont on parle, c'est connu que globalement aujourd'hui, pour bien marcher, un conférencier ou une conférencière a besoin de 3 choses. Et une conférence phare, un livre et un atelier, quelque chose de plus participatif, plus interactif à proposer en marge de la conférence. Tous ces marqueurs de crédibilité que tu es en train de mettre les uns à côté des autres, ça a marché, comme je disais, parce que tu as été invité à t'exprimer sur l'arrestation de Gérard Depardieu à la télé. Est-ce que tu peux brièvement revenir sur cette expérience extraordinaire et dire comment est-ce que ça change de prendre la parole sur un plateau télé par rapport à une conférence, par rapport à un podcast? Pour raconter brièvement l'histoire, ça part d'une rencontre avec Violaine de Philippis, et on reparlera des collaborations après, qui est avocate spécialiste des violences sexistes et sexuelles, que j'ai rencontrée dans cet écosystème de personnes qui prennent la parole et qui se mobilisent sur ces sujets. Elle est venue faire un épisode sur le podcast. C'est comme ça que s'est créé le lien entre nous. Et puis finalement, on est devenus assez proches. Et il se trouve qu'on a passé le réveillon du 31 décembre, la dernière fois, décembre dernier, ensemble. Et on discute. Et à l'époque, l'affaire Depardieu battait son plein. C'est le moment où il y avait la tribune, la contre-tribune, etc. Et Violaine intervenait beaucoup sur des plateaux télé. Moi, je voyais passer des extraits sur Instagram et je trouvais sa prestance assez incroyable. Et moi, c'est un exercice qui me faisait très peur. Je me disais, là, les journalistes sont là pour te piéger. En plus, ils te mettent en face de contradicteurs. Enfin, c'est pas évident. Moi, j'ai l'habitude. Sur Chronique du sexisme ordinaire, j'ai fait le choix de ne pas traiter l'actualité. Je ne fais que du savoir froid. Tout est écrit et je maîtrise tout. Bon, ça, c'est mon côté contrôle fric. Donc, autant dire que l'intervention sur un plateau télé, c'est l'opposé inverse. Et donc, j'en discutais avec elle et je lui demandais, mais comment t'as fait? Est-ce que t'as fait du média training, genre comme les politiques? Elle me dit, oh, mais non, pas du tout. J'y suis allée et puis en fait, au fur et à mesure, tu comprends comment ça marche. Et voilà. Mais toi aussi, tu peux le faire. Si tu veux, je donne ton numéro. Et bon, parce que à force d'entendre des choses de développement personnel et d'entrepreneur, tu sais qu'il faut dire oui, même si tu penses non. Donc, je dis, ok, vas-y. Et j'ai eu plusieurs propositions que j'ai refusées au début. Parce qu'il faut savoir que donc sur les plateaux, on parle vraiment des plateaux d'actu, des chaînes en continu qui ont en permanence besoin en fait, intervenantes pour s'exprimer. Donc, ils cherchent tout le temps des gens, et ils ont un petit carnet d'adresses sur tel sujet, on a telle personne, sur tel sujet, on a telle personne, et une fois que ton numéro circule, on t'appelle. Après, si tu dis toujours non, au bout d'un moment, on t'appelle pas. Et au début, j'ai dit non, parce qu'on t'appelle à midi pour 16h. Donc, désolé, j'ai une vie, je fais des trucs. Et puis moi, comme c'était réagir sur l'actu, et je ne suis pas au quotidien l'actu judiciaire sur tous ces sujets, et attendez, mais j'ai pas le temps de préparer, etc., ça va complètement à l'encontre de mon fonctionnement habituel. Donc, j'ai commencé par refuser. Et je me suis dit, c'est trop bête, ça me prive d'une exposition, de quelque chose d'hyper intéressant.
vas-y, je me promets que la prochaine fois, je dis oui. Et la prochaine fois, c'était il y a 2 semaines. Et il se trouve que j'avais un agenda assez léger. Enfin, j'avais pas trop de contraintes dans mon agenda ces jours-là. Enfin, ils m'ont appelé un lundi à midi pour me demander d'intervenir à 17h. Donc, je me suis dit, ça me laisse 4 heures globalement pour préparer. Je peux décaler des choses dans mon agenda. Allez, pas d'excuses, j'y vais. J'ai potassé. Donc, c'était le jour où Gérard Depardieu a été mis en garde à vue. Violaine était intervenue sur une télé. Sophie Truchot, qui avait donné mon numéro aussi à la personne de France Info qui m'a appelée, était aussi passée. Donc, on a échangé des textos. Donc là, je me suis mis en mode commando. J'ai potassé le truc et je me suis dit, très bien. C'est quoi mes 3 messages clés que je veux faire passer? On va faire comme les politiques. Tu viens, tu réponds pas aux questions. Tu parles de ce dont tu veux parler. Alors bon, j'ai quand même répondu aux questions. Mais donc, l'exercice, c'est tu réponds aux questions et puis ensuite, t'enchaînes sur ce que tu veux faire passer comme message. Et donc, j'avais préparé mes 3-4 éléments clés avec des chiffres, j'avais essayé un peu de préparer des punchlines et j'y suis allée comme ça. Donc je me suis retrouvée en plateau et je menais pas large, j'avais le cœur qui battait fort, avec Anne-Cécile Mayfair, qui est la présidente de la Fondation des femmes, et Marine Turki, qui est la journaliste de Mediapart, qui a fait l'enquête absolument incroyable, ultra fouillée et détaillée sur Gérard Depardieu. Pour les féministes comme nous, ce sont des pointures. Voilà, et moi j'étais là, et donc je me suis dit, waouh, va pas falloir que tu fasses tapisserie parce que t'as vite fait de pas trop prendre la parole. Et finalement, au début, si vous regardez le replay, les premières minutes, je suis un peu hésitante. Et puis après, je me suis lancée, j'y suis allée et j'ai essayé vraiment d'être le plus assertif possible. Et finalement, j'avais derrière moi ces 3 ans de travail sur ces sujets. Et ça, finalement, une fois que tu maîtrises ton fond, la confiance, moi je le travaille comme ça, la confiance, elle vient de ma maîtrise du sujet. Et puis après, c'est un peu de préparation et un peu d'audace, et puis roule ma poule. Et j'ai vu une partie du replay et franchement, c'est incroyable. On a l'impression que tu navigues. C'est totalement toi. Tu vas lancer des petites punchlines ce sont des êtres un petit peu au-dessus des nuages, etc. Donc un côté poétique qu'on connaît quand on écoute ton podcast. Et en même temps, tu étais assez assertive, sûre de toi. Il y a eu ce côté un peu déstabilisant des journalistes, mais ça se voit pas, les émotions que tu vis, j'imagine, à l'intérieur. Donc bravo. On mettra le lien du replay dans la description de l'épisode, ainsi qu'un petit bout de ta conférence pour qu'on puisse se rendre compte un petit peu de ta patte, en fait, de ta façon de raconter les choses. Et ce qui m'a aidé aussi, c'est que à force de naviguer dans ces écosystèmes de personnes qui travaillent sur le sexisme, j'ai été amenée à faire des formations au sexisme au travail avec un cabinet spécialisé qui s'appelle Equiwork. Et donc, c'est là que j'ai appris aussi beaucoup de choses sur ces sujets. Et c'est le point que j'ai amené qui a fait mouche dans cette interview, dans ce plateau télé, parce que c'est un sujet dont on parle peu, la responsabilité de l'employeur. Et en fait, je me suis rendu compte au moment où je l'ai dit, et ça s'est confirmé par les retours que j'ai eus sur cette émission, que c'était un point assez original qu'on entendait peu et un éclairage qui était pas très souvent, voire jamais amené sur les sujets, sur les affaires très médiatisées de violences sexuelles. Et je pense que c'est là que j'ai marqué des points parce que par mon expertise, j'ai pu amener un éclairage qui n'était pas amené par d'autres personnes. Génial. Très intéressant ton retour d'expérience. Bon, pour les personnes qui nous écoutent, ça peut être peut-être un petit peu inatteignable, mais moi j'ai envie de faire passer le message qui est nourrissez les liens avec vos invités, avec les gens avec lesquels vous collaborez. Votre podcast, c'est aussi un moyen de créer un réseau de personnes qui sont intéressées par les mêmes sujets, qui sont experts des mêmes sujets, qui ont une expérience commune, des intérêts communs. Ayez vraiment cette approche communautaire de créer des liens avec les gens avec lesquels vous collaborez. Petit 1 et petit 2, voyez loin, voyez grand, essayez de vous dire sur le long terme sur quoi j'ai envie d'être identifié et servez-vous de vos forces, de votre expérience, de votre approche unique pour apporter quelque chose de différent et de vous démarquer. C'est ton cas, c'est ce que tu as fait il y a 3 ans quand tu sortais de cette expérience professionnelle qui t'a amené à vouloir quelque chose un renouveau et de lancer ton propre projet. Tu t'imaginais pas 3 ans plus tard être sur un plateau de télé. Mais j'avais déjà l'idée multiformat du podcast et de la scène. Et j'ai beaucoup travaillé sur un peu, alors la stratégie, c'est un bien grand mot, mais plutôt la vision du projet. J'ai fait une plateforme de marque avant de sortir un épisode.
indispensable. Non, mais indispensable plateforme de marque, ça fait super peur. C'est la première pierre qu'on va poser avec notamment les membres du programme Puzzle que je mène avec EcoFactory. C'est 12 semaines pour construire la stratégie de croissance qui te correspond, qui a du sens pour toi et ton podcast, pour voir grand et passer à l'action demain. Et la plateforme de marque, bon, je l'ai pas appelée comme ça parce que c'est un peu impressionnant, c'est se poser des questions essentielles, en fait. Pourquoi je fais ce projet? Qu'est-ce que j'ai envie d'accomplir? Quelle est ma promesse vis-à-vis des gens à qui je m'adresse? Toi, dans ton cas, ta promesse, c'est un contenu court, facile à comprendre, humoristique, et vous allez pouvoir écouter avec votre café du matin sans que ça vous plombe. Pédagogie, humour, zéro culpabilité. Donc ça, c'est clé, en fait, de se poser ces questions-là. Et ça fait perdre un peu de temps au début. Et ça donne aussi un podcast qui va être plus remarqué, plus remarquable et qui va sortir du lot. Ça amène de la cohérence au projet. Et ça permet, je trouve que c'est un bon garde-fou au syndrome de l'objet brillant. Tu dire, je pourrais aussi faire ci, je pourrais aussi faire ça. Est-ce que ça rentre dans ce cadre, dans ce carré que tu as tracé d'identité, d'objectifs, de mission, de vision, et ça permet d'éviter de se disperser et de s'éparpiller sur des choses qui vont demander beaucoup de temps, d'énergie, puis se retrouver avec un truc un peu patchwork qui manque de cohérence. Ça apporte de la cohérence et du coup de la confiance, parce que les gens qui sont en contact avec ce que tu fais, ils comprennent exactement ce que tu proposes, ce que ça peut leur apporter, et ça évite un peu cette friction. Je suis en train de lire un bouquin en ce moment sur le fait de raconter une bonne histoire, et qui explique que d'un point de vue neuroscientifique, si tu fais trop cramer de calories aux gens à qui tu t'adresses, il y a un réflexe de survie du cerveau qui dit mec, là, toi, ton but dans la vie, c'est de survivre. Tu brûles beaucoup trop de calories pour quelque chose où t'es pas sûr que ça va t'aider à dormir sous un toit. Donc, il zappe. Et ce travail de cadre, de cohérence, de marque, ça permet de aussi capter plus rapidement l'intention. Juste un point d'attention, c'est que ce côté cadre, ça va correspondre à certaines personnalités, des personnalités comme les tiennes et comme les miennes aussi, où on a besoin d'un cadre pour un petit peu diriger notre créativité et toutes nos idées vers un point, sans avoir l'impression de se cramer ou de partir dans tous les sens, parce que ça peut créer, en tout cas moi dans mon cas, un peu d'anxiété. Mais à l'intérieur de ce cadre, on peut avoir la créativité. Et si vous écoutez des épisodes, le premier format, les épisodes longs, là, je me lâche complètement, quoi. Il y a des moments, je chante des chansons, je rajoute des bruits, quand même un épisode avec des bruits de chasse d'eau. Bon, c'est sur les toilettes. Et donc, moi, je pense que, en fait, la créativité, justement, s'il n'y a pas de cadre, si tu perds juste une feuille blanche avec aucune ligne directrice, t'y arrives pas. Et le cadre, c'est assez contre-intuitif. Le cadre et la contrainte, ça stimule la créativité. Je le vis au jour le jour et ça m'a vraiment aidé à passer à l'action d'avoir un cadre, et ça m'empêche pas de le remettre en question régulièrement à la fin de chaque saison d'Antipop, au début de chaque année calendaire. Moi, je me redéfinis mon cadre parce que ça va aussi nourrir mon envie de progresser, tester des nouvelles choses. Donc, le fait de créer un cadre de manière assez scolaire, méthodique comme ça va correspondre à certaines personnalités qui pourront le faire en autonomie. Après, il y a d'autres personnalités qui vont se sentir un petit peu étouffées par ce cadre-là. Donc, n'hésitez pas à vous faire accompagner de personnes qui l'ont déjà fait, qui ont déjà cette expérience-là, qui vont vous rendre la chose un peu ludique, avec des questions simples, avec une méthode un petit peu plus déroulée. Je te propose maintenant qu'on passe à la deuxième partie de cet épisode où j'avais envie de t'interroger en détail sur un projet que tu as mené pour les chroniques du sexisme ordinaire, qui est le développement d'un type de contenu complémentaire, un format plus court et un format en collaboration. Est-ce que tu peux me remettre dans le contexte? Je le connais un peu parce qu'on discutait pas mal à l'époque de ce sujet. Est-ce que tu peux remettre dans le contexte pour nos auditeurs et nos auditrices de comment tu étais à cette époque-là et quels sont les critères sur lesquels tu t'es appuyé pour prendre cette décision? Alors, comme je disais tout à l'heure, les épisodes originels, c'était énormément de travail. Et à la fin de la première saison de 10 épisodes, où j'ai sorti un épisode par mois ou un tous les 3 semaines, vraiment, j'étais claquée au sol. Et je me suis dit, bon, je vais faire une pause, on va voir comment ça évolue. Et c'est une discussion où tu as ta part, d'ailleurs, dans cet événement. C'était au Paris Podcast Festival. Tu avais organisé, je crois, un apéro off du festival avec les gens de la communauté EcoFactory.
On s'est retrouvés là-bas et j'ai discuté avec Cédric de Acast, qui est le patron de Acast France, que je connais aussi par ailleurs par des liens amicaux qui n'ont absolument rien à voir avec le podcast. Le monde est petit. Et il me disait, ah, mais c'est dommage, fais pas une pause trop longue. En plus, là, ça va être le début d'année. On observe toujours un pic des écoutes, un peu une hausse à ce moment-là. Ça serait dommage de rater ça. Bon, il plaidait un peu pour sa paroisse. Les hébergeurs, ils ont intérêt à ce que tu publies beaucoup et régulièrement. Mais bon, je me suis dit, ah tiens, ouais, peut-être, il a raison. Qu'est-ce que je pourrais faire? Bon, je peux pas continuer les épisodes tels que je le fais parce que c'est pas possible. En fait, ça rentre pas, c'est mathématique. Je peux pas faire que ça. Il faut que je dorme, que je bouffe, que je fasse autre chose, que je gagne de l'argent aussi. Donc, qu'est-ce que je pourrais faire qui me permette d'alimenter le flux du podcast, mais qui ne me demande pas trop de boulot? Ah tiens, et si je recyclais des choses que j'ai fait par ailleurs? Des trucs sur Instagram, par exemple. Et j'avais des formats sur Instagram à l'époque qui s'appelaient Kezako, qui était un peu, c'est quoi, et c'est devenu le podcast, c'est quoi tel terme ou telle notion, c'est quoi le féminisme, le sexisme, c'est quoi le mansplaining, par exemple. Je me suis dit, tiens, là, j'ai des trucs, ça va pas me demander trop de boulot, j'ai déjà les bases, contrairement aux autres épisodes où je vais prendre le sexisme dans un contexte, un cas historique, un domaine qui me demande beaucoup de travail de recherche. Si je me concentre sur ces concepts, ça, la plupart, je les connais, et ça va pas me demander trop de travail de recherche et d'écriture, de faire quelque chose là-dessus. Bon, et tiens, et si je faisais un 5 minutes, quelque chose de court, sans habillage sonore, il y a juste des virgules sonores, mais sans montage qui demande énormément de temps, je pourrais peut-être proposer quelque chose sur une base régulière, une fois par semaine, sans mourir et finir complètement éclaté au sol parce que ça demande trop de travail. Ça, c'était le point de départ. Et le deuxième point, c'était, j'en ai marre de faire les trucs toute seule parce que le podcast est quand même assez solitaire. J'aimerais bien faire un truc un peu plus en collectif avec d'autres gens, c'est plus stimulant. Et donc, j'ai contacté au départ 2 personnes. Noémie Fachan, qui est Médusa Gorgone, une illustratrice de talent que vous pouvez trouver sur Instagram, et Thomas Piette, qui écrit des livres et fait différentes pirouettes sur les réseaux aussi. Et ce que j'aimais beaucoup chez ces 2 créatrices de contenu, c'était leur ligne assez proche de la mienne de vulgarisation des sujets autour du sexisme, en étant très accessible, avec des identités extrêmement différentes. On a tous les 3 pas du tout les mêmes approches, mais sur le fond, de faire quelque chose vraiment accessible et pas qui pète pas plus haut que ses fesses, j'ai envie de dire. On se retrouvait et je trouve qu'ils ont tous les 2 un talent de vulgarisation qui est assez fou. Moi, Noémie, à chaque fois, je me dis, mais comment fait-elle pour faire passer en 10 images des choses parfois hyper complexes? Enfin, je trouve qu'elle a un talent incroyable sur cet aspect. Et donc, je leur ai pitché le truc, en gros. Ils m'ont dit, ah ouais, c'est cool. Bon, assez rapidement, on est arrivé à la conclusion qu'on n'allait pas créer un podcast encore à côté qui serait le podcast de Noémie et de Thomas, voilà, parce que personne n'avait le temps ni l'envie de faire ça. Donc, ça s'est transformé, en fait, des gens viennent faire des chroniques sur Chronique du sexisme ordinaire sur ce format de 5 minutes qui vient expliquer un mot et un concept clé. Est-ce que Noémie et Thomas, tu les connais déjà au moment que tu les contactes? Alors Noémie, on a déjà... donc c'est là que vient jouer le rôle d'Instagram. Instagram, ça m'a servi à quoi? Instagram ne me sert pas à gagner de l'argent. Instagram ne me sert pas à gagner beaucoup d'écoute, je pense, même si on peut jamais complètement traquer le truc. Par contre, Instagram a servi à me faire des amis créatrices de contenu, à faire mon réseau, et parce que sur Instagram, c'est un peu ma vitrine vis-à-vis de toutes ces personnes, je pense que ça m'a aidé à avoir une crédibilité vis-à-vis de ces personnes qui, quand elles regardent vite fait mon feed, sans aller écouter tout le podcast, se disent « Ah ouais, Marine, elle fait un travail sérieux, c'est quali, sur le fond, sur la forme, c'est pro. » Ça, c'est un truc que j'ai pas mal, parce que j'avais beaucoup travaillé l'identité visuelle, entre autres pour Instagram, et on me dit souvent « Ouais, ton feed, il est propre, ça fait pro. » Et d'ailleurs, une fois, petit aparté, histoire rigolote, je reçois un message sur Instagram de « Bonjour, je suis étudiante en sociologie de je sais pas quoi, je travaille sur les associations féministes. Je voudrais savoir si je pourrais venir observer votre pôle réseaux sociaux. » C'est-à-dire, le pôle réseaux sociaux, c'est moi en pyjama dans mon canapé. Donc je lui réponds gentiment, je dis, écoute, j'aimerais beaucoup t'aider, mais il se trouve qu'en fait, il y a une seule personne et quelques bénévoles, et aujourd'hui, j'ai une CM qui m'aide, mais il n'y a pas un pôle réseaux sociaux. Enfin, d'ailleurs, je ne sais pas non plus où est le pôle archive, la compta et la DSI. Enfin, tout ça, c'est une seule et même personne, globalement. Et donc, elle m'a dit, je suis désolée, mais en fait, je croyais que c'était tellement pro que je pensais qu'il y avait une équipe derrière. Donc, ça fait quand même plaisir. Mais c'est ça où on voit aussi l'importance de l'identité visuelle, puisque c'est l'image que les gens perçoivent de toi.
quelque chose qui a été fait avec un graphiste ou non, ça se ressent immédiatement. Moi aussi, c'est quelque chose que j'ai fait dès le jour 1 où je me suis lancée dans mon projet entrepreneurial, donc il y a 6 ans, c'est que j'ai contracté avec des graphistes professionnels parce que je trouve que ça fait vraiment la différence. Et c'est marrant, moi aussi, on m'a souvent fait la question de mais t'es toute seule derrière Ico? Je dis ouais. Ah, putain, mais on a l'impression que t'avais une équipe entière et tout, machin. L'identité visuelle, le côté esthétique de ce qu'on va produire joue là-dedans, j'en suis persuadée. Aussi le fond et le temps qu'on prend à créer des contenus, mais l'emballage est très important. Ah, la forme est aussi importante que le fond. Et donc du coup, tu contactes Noémie et Thomas parce que tu t'es fait des copains sur Instagram. Instagram, ça te sert du coup à connecter avec d'autres créateurs de contenu qui ont les mêmes valeurs, la même mission et le même combat que toi. Et tu décides de co-créer des contenus sur ce format Kezako, donc définition plus court. C'est quelque chose que tu vas répéter, c'est devenu maintenant un classique pour toi. Comment est-ce que tu choisis les gens avec qui tu collabores? Là, on a vu que c'était des créateurs de contenu qui avaient pignon sur rue, mais qui n'étaient pas podcasteurs. Il y a aussi des podcasteurs parmi les contenus que j'ai pu écouter sur Chronique du sexisme ordinaire. Comment ça se fait? Au début, ça a beaucoup été à l'opportunité et aussi, je me souviens, lors de notre première discussion avec Thomas et Noémie disait ah, mais c'est hyper important qu'on ouvre, qu'on soit pas que dans une perspective intersectionnelle des personnes blanches d'un certain milieu, etc. Faudrait qu'on élargisse à d'autres types de personnes. Donc, j'ai eu ce souci-là. C'est pas toujours facile parce que mine de rien, la société fait qu'on fonctionne de manière très endogamique et on est en contact avec des gens qui nous ressemblent, mais j'essaye d'y faire attention. Et puis, je crois que tous les deux, ils m'ont suggéré des personnes. Tiens, je pense à machin et je pense à truc. Donc, j'ai contacté ces personnes. Et en fait, de fil en aiguille, comme ça, j'ai contacté différentes personnes en allant les chercher sur quelque chose où elles avaient une expertise, mais surtout une expertise qui fait que faire l'épisode, elle n'allait pas leur demander trop de boulot. Parce que le but, c'est pas de se rajouter du travail à tous ces créatrices de contenu sur des sujets sociétaux, militants, qui ont tous des équilibres précaires, comme je l'évoquais tout à l'heure. Donc, ça a pu m'arriver quand je vois passer, je sais pas, un post, un épisode, un contenu quelconque sur quelque chose qui pourrait être une bonne thématique pour ce format-là, de contacter la personne. Alors, c'est parfois des gens que je connais déjà. C'est arrivé peu de fois que ce soit des gens que je connaisse absolument pas, mais ça a dû arriver. Et de dire, tiens, j'ai vu que tu avais fait ça. Moi, j'ai ce podcast. Il y a différentes personnes qui viennent au micro. Est-ce que ça t'intéresserait de décliner ton contenu sur une chronique audio de 5 minutes? Et dans 90% des cas, les gens disent oui. Parce que qu'est-ce qui les intéresse dans cette expérience, dans cette proposition? Je pense qu'il y a une dynamique de on a envie de partager, de faire des choses à plusieurs et que c'est cool d'aller chez les copains. Si on réfléchit en termes un peu plus stratégiques, c'est une logique de cross-visibilité. Par exemple, ça m'est arrivé de faire qu'il y ait des épisodes avec des gens qui publient un livre. Donc, par exemple, l'épisode de Violaine, dont je parlais tout à l'heure, qui a publié un livre sur le traitement judiciaire des violences sexistes et sexuelles. On a décalé l'épisode au moment de la sortie de son livre parce que je lui ai dit, attends, tu sors ton bouquin dans 2 mois, on va attendre 2 mois pour sortir l'épisode. Ouais, ça fait partie d'un plan média. Et il m'est arrivé que des personnes qui sortaient un livre me contactent en me disant, je sors un livre sur ça, j'aimerais bien faire un épisode. Je dis, ouais, tant mieux, échange de bons procédés. Le sujet, alors après, il y a une ligne éditoriale, il faut que ça rentre dans le cadre de la ligne éditoriale. Ces épisodes, c'est quoi? C'est un abécédaire de mots et concepts clés. Donc, il faut que les gens aient un mot ou un concept à expliquer. Donc, on voit que cette proposition qui est, genre, si on schématise et si on vous laisse faire l'avocat du diable, c'est viens créer du contenu gratuitement dans mon podcast. En fait, tu l'as réfléchi de telle manière que ça demande moins de temps à la personne. Elle a déjà du contenu, donc c'est un principe de recyclage. Et tu présentes les choses de telle manière que par ta crédibilité, ton audience, eh bien, tu leur proposes clé en main, puisque tu vas tout cadrer, de créer un contenu audio qui pourra servir à leur notoriété, à leur visibilité, et pourquoi pas le partager comme complémentaire à leur livre. Et être découvert ou découverte par les gens qui écoutent le podcast et vont peut-être aller suivre cette personne sur les réseaux, acheter son livre, regarder son travail. Finalement, pour les gens qui viennent, ça peut être une logique de plan média, de RP, avec des guillemets, parce que je suis pas non plus Le Monde ou France Télé. Hein. Comment est-ce que tu briefes, comment tu cadres, c'est quoi le process de création d'un épisode Kezako? C'est quoi? J'ai une page Notion, évidemment, puisque tout est organisé dans Notion, ce merveilleux outil de gestion de projet.
Toi, ton motto professionnel, c'est mettre de l'ordre dans le désordre. Exactement. Donc, j'ai déjà pour moi-même cadré c'est quoi ce format, c'est quoi la ligne. J'ai mis à plat des conseils d'écriture. Donc, c'est quelque chose que je partage avec les gens. Et le processus, souvent, je dis aux gens, écris une première version. Et moi, ensuite, là, je suis plus Marine qui écrit des chroniques, je suis Marine, rédactrice en chef et secrétaire de rédaction, qui vient éditer un texte. Et ça arrive, alors il y a un peu de tout. Je pense à Lise Dinan, par exemple. Et là, c'est une rencontre LinkedIn, pas que Instagram dans la vie, qui a fait un épisode sur asexualité et aromantisme. Et j'avais quasiment rien à retoucher à son texte. Donc je lui dis, écoute, 2-3 suggestions à tel ou tel endroit, mais voilà. D'autres personnes qui me disent, écoute, là, j'ai un truc de 4 pages. Parce que pour faire une chronique de 5 minutes, il faut 2 pages Word à peu près. Ils disent, bon, là, j'ai 4 pages, j'ai pas trop le temps. Et je dis, pas de problème, on écrit à 4 mains. Et moi, je prends ta matière première et je le retravaille. Comme ça, toi, ça te demande pas trop de boulot et puis t'as juste à venir parler dans le micro après. Et puis, il y a parfois souvent des entre-deux où ça fait 2 pages ou un peu plus, je raccourcis un peu, puis je viens éditer le texte pour qu'il soit le plus adapté à l'audio. Parce que parfois, c'est des personnes qui sont créatrices de contenu, mais à l'écrit, donc qui n'ont pas forcément l'habitude de l'audio. Et puis, je dis toujours, un texte, il n'est jamais écrit seul. Et dans l'édition, quand on publie un livre, il y a 20 personnes qui sont passées sur le texte. Donc, et moi, j'aime bien cet exercice, ça change. Alors, ça me demande autant de temps, si ce n'est plus, pour produire un épisode, de le faire sur ce mode-là que de l'écrire et de l'enregistrer moi-même. Mais c'est un autre exercice, ça fait collaborer avec des gens, enfin, ça m'apporte autre chose qui est tout aussi plaisant que d'être toute seule devant ma feuille et mon micro à produire. Après avoir publié énormément d'épisodes sur ce format, et c'est devenu un classique dans ta ligne édito, est-ce que tu en as tiré des leçons un peu surprenantes, des choses auxquelles tu t'attendais pas, des choses que tu referais pas aujourd'hui, que tu as fait pour le premier, un peu ce côté retour d'expérience? Je pense que la chose la plus importante et l'enseignement principal, c'est que le feeling est important. Moi, je suis quelqu'un qui fait assez confiance, qui a spontanément tendance un peu à dire oui. Ah, on fait ça. Ah, ouais, pourquoi pas, allons-y. Et puis les fois où, alors ça s'est jamais mal passé, mais il y a eu des fois où ça a été plus fluide que d'autres. Et finalement, je trouve que l'indicateur, c'est quand tu as un bon feeling avec la personne au début, dans une première discussion, où c'est fluide et tu le sens bien, globalement, c'est ce qui se passe après. Et les fois où ça peut être un peu moins fluide, c'est des moments où je me suis dit, ouais, ça c'est vrai qu'au début, je sentais qu'il y avait un petit truc, je comprenais pas trop quoi, mais qui coinçait un petit peu. Mais bon, il n'y a jamais eu de conflit, de choses catastrophiques, pas du tout. C'est parfois qu'on accroche mieux avec certaines personnes et qu'on a surtout des modes de travail et de fonctionnement qui s'accordent mieux. Surtout quand on commence sur quelque chose de nouveau en collaboration, cibler des personnes en qui on a déjà confiance, ou déjà on a ouvert la paille de la communication et on se connaît mutuellement, et miser d'abord sur ceux et celles avec lesquels on a un feeling fort, parce qu'il y a toujours de la friction dans une collaboration, donc autant partir avec un bon niveau de départ. J'essaye toujours de travailler avec des gens qui créent du contenu. Pas juste qui sont experts de leur sujet, mais qui ont l'habitude de créer un contenu assez vulgarisé, parce que je sais que ça va être plus facile, ils vont plus facilement rentrer dans la ligne. Ça m'est arrivé une fois, mais ça s'est très bien passé d'ailleurs, l'épisode sur le CARE, avec Louise Gasté, qui a fait une thèse, je crois, sur le sujet. Et je l'avais vue en conférence, en fait. Et j'avais trouvé que ses explications étaient limpides. Donc je me suis dit, même si elle a un background plus universitaire, je pense que ça peut matcher. Et on a fait un épisode ensemble et c'était très chouette. Donc même si c'est des gens qui font pas de la création de contenu à un niveau professionnel, c'est des gens que j'ai pu entendre ou voir dans cet exercice et me rendre compte que, ah oui, ça va matcher. Par rapport à tes objectifs du départ, qui étaient de continuer à publier et de faire grandir ton podcast en introduisant un nouveau contenu qui te demanderait moins de temps / d'énergie, quels sont les résultats que tu observes après quelques mois, quasi une année, Plus d'1 an, ouais, de ce format. Donc ça me permet de tenir une fois par semaine. Ça permet de rester, comme on dit, top of mind dans la tête des auditeurs, parce qu'il y a un épisode par semaine. Le retour que j'ai, les gens me disent « Ah, c'est bien, le court, le 5 minutes. » Je l'écoute souvent, les gens en écoutent plusieurs à la fois d'ailleurs, plusieurs à la suite. Ou descends acheter une baguette de pain, vas-y, j'écoute un épisode. Donc ça plaît pas mal. Et ça m'a permis aussi de faire finalement un réseau, de créer presque, alors j'ai pas envie de dire une communauté, parce que c'est pas une communauté, mais ce groupe de contributrices
on est tous rassemblés dans un groupe WhatsApp où ça discute un petit peu, ça échange des infos, ça se pose des questions, je sais pas, tous les jours, hein. Ça permet aussi de faire passer les infos, les actus des uns, des unes et des autres. Donc c'est ça que ça a permis. Mais là, je me dis, donc j'ai terminé la saison 2 des épisodes longs, les épisodes décryptage, ceux du début en fait, que je vais reprendre si j'y arrive en septembre. Il faut pas que je tarde trop parce que finalement, pour les gens qui arrivent aujourd'hui sur le podcast, ils voient, parce que il y en a beaucoup plus d'épisodes courts de 5 minutes, c'est quoi. Et les épisodes, on va dire, historiques, enfin du format historique, se retrouvent un petit peu noyés. Donc il faut que j'arrive à les revaloriser, à en faire d'autres. Je vais les revaloriser là cet été, comme l'année dernière. Je vais faire des rediffs des épisodes qui ont été le plus plébiscités dans la dernière saison. Et je voudrais arriver à un rythme de un épisode long une fois par mois, et puis les autres semaines, des épisodes courts. Et j'ai un 3e format en tête, mais que j'ai pas encore réussi, enfin j'ai pas encore mis assez d'énergie dessus, qui serait un format témoignage répondeur. Racontez-moi vos histoires de sexisme. Donc ceci est un appel. Il y a le lien dans la bio vers le répondeur en ligne. Je me suis totalement inspirée de ce que fait Aurélie sur Ceci est ton corps. J'ai trouvé génial. Je me suis dit, ah mais c'est super, parce que c'est des choses que parfois les gens me racontent. En fait, ça m'arrive dans mes DM Insta, les gens viennent et disent, ah salut, il m'est arrivé ça. Voilà, parce que les gens ont envie de parler. Je dis, tiens, mais il y a quelque chose pour aussi montrer que le sexisme, c'est dans nos vies de tous les jours, que ça concerne tout le monde. Parce que moi, j'ai une approche très universitaire finalement, très académique, un peu, même si je raconte des histoires, c'est concret et tout, mais ça reste un truc comme dans les livres. Donc je me suis dit, ça serait intéressant d'amener quelque chose qui montre plus que c'est dans la vie de tous les jours, et que la personne que tu entends là, qui livre son histoire, ça pourrait être toi ou ta sœur, ton épouse, ta collègue, ton ami. Super intéressant cette approche. C'est quelque chose qu'on a voulu faire aussi sur La Demande avec Anne Fleur, où il y a eu un format répondeur qui vient répondre à un épisode plus long. Et c'est vrai qu'ils sont aussi écoutés que les épisodes classiques, parce que ce côté, ça vient de la vie, la vraie, etc. Ça correspondait à ce qu'on avait envie de démontrer, et ça donne ce côté proximité et lien avec la communauté. Je te propose qu'on passe aux questions de la fin, que j'ai l'habitude de poser dans Antipop depuis très récemment, mais ça va devenir une habitude. Dans tes rêves les plus fous, qu'est-ce que tu aimerais vivre avec et grâce à ton podcast dans quelques années? Une chronique sur France Inter. Et l'Olympia. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui a envie de se lancer dans ce principe de co-création comme toi? Faites des trucs, et si vous êtes sincère, transparent dans votre démarche, en fait, les gens disent oui. Globalement, les gens sont contents. Parce que si vous avez envie de faire des choses avec des gens, il y a des chances que les gens aient envie de faire des choses avec d'autres gens, donc peut-être ça peut être vous. Donc, il y a des chances que... Et puis les gens qui te disent, moi, on m'a jamais jeté des pierres, en fait. Parfois, les gens m'ont dit non, j'ai pas le temps, ou non, ça m'intéresse pas. Bon, ok, c'est pas grave. Mais 90% des gens disent oui. Imagine que tu ouvres ton appli et tu vois popper un nouvel avis iTunes. Qu'est-ce que tu voudrais qu'ils disent sur Chronique du sexisme ordinaire? Super podcast, incroyable, ça va changer le monde, écoutez-le. Merci Marine d'être venue au micro d'Antipop. Je te souhaite une très bonne journée. Si vous avez envie de réagir sur ce que Marine et moi nous avons partagé à notre micro, n'hésitez pas à nous contacter. Marine et moi, on mettra tous les petits liens là qui vont bien dans la description de l'épisode pour continuer la conversation. Allez, à très vite.